Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous accueillons Flore Chéry. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Alors vous avez parlé politique aujourd'hui. Ben oui, parce que je pense que la politique peut avoir un rôle important dans la vie sexuelle des Françaises comme des personnes dans le monde. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Étienne Lebig, qui avait écrit un livre très drôle aux éditions de la Musardine, Comment draguer suivant les femmes, suivant leur parti politique. C'est vrai, oui. C'était très rigolo. Sur le chemin de Compostelle, alors ça c'était comment draguer sur le chemin de Compostelle, mais ça c'était draguer la catholique. Oui. Et après il en avait fait un autre, comment draguer la femme qui est à gauche, à droite, extrême gauche, extrême droite, etc. C'était très très drôle aussi. C'était la suite, si je puis dire. Bon. Oui, Étienne Lebig, toujours dans les bons coups. En tout cas, c'est aussi un livre qui s'intéresse à ce parallèle qu'on peut faire entre la vie politique et la vie sexuelle. Ça s'appelle « Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme ». C'est de l'américaine Kristen Gotzi. Et vraiment, c'est un livre qui est hyper intéressant. Alors, il faut comprendre par socialisme, dans ce livre, l'ensemble des lois et des directives d'un pays qui visent à répartir les richesses entre les individus et notamment entre les hommes et les femmes, voire même les politiques qui invitent et incitent les femmes à aller sur le marché du travail. Bon, ce qui serait en principe la vraie cause du socialisme. Voilà, donc je le précise quand même. Et en fait, le message du livre, il est simple, c'est une équation. Plus les femmes sont indépendantes économiquement, plus elles baisent librement. Alors, baiser librement, ça ne veut pas dire baiser tout le temps, ça veut juste dire baiser quand on en a envie. En gros, et avec qui on en a envie. Et avec qui on en a envie. En gros, ce que dit le livre, c'est que si aujourd'hui les femmes ont le luxe de coucher le premier soir, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, ni même aujourd'hui, c'est pas toujours le cas dans le monde, c'est en partie grâce à deux types de réformes, celles qui encouragent les femmes à gagner leur propre salaire et celles qui émancipent les femmes du travail domestique. Ce serait grâce à nos politiques, donc. Car être indépendante économiquement en tant que femme, dans un monde capitaliste qui ne serait pas encadré, l'autrice nous le rappelle plusieurs fois dans le livre, ce n'est pas automatique. Elle met notamment le doigt sur une des limites du capitalisme, système qui permet à une personne qui travaille dans un univers de production de gagner du pouvoir financier. Ce système ne rémunère pas tout le travail, et notamment le travail invisible, indispensable à la société, comme l'éducation des enfants, le statut d'aidant, de personnes qui sont dépendants, les aides ménagères, etc. Un travail invisible qui est le plus souvent porté par les femmes. En France, par exemple, on estime que 58% des aidants sont des femmes. Les aidants, donc, c'est les personnes qui s'occupent J'aurais dit plus même, d'ailleurs, comme pourcentage. On imagine que c'est plus, mais ça reste une majorité, c'est 58%. Et il y avait un sondage IFOP qui est passé l'année dernière, pendant le confinement, 75% des femmes européennes déclarent faire plus de tâches ménagères que leurs conjoints. Donc, quand l'État, en fait, coupe dans le budget de l'éducation, de la santé ou des retraites, si ça ne touche pas directement les femmes, indirectement, c'est elles qui vont se coltiner tout le boulot derrière et qui vont sortir peut-être du système capitaliste de collecte de ressources pour parfois vivre au crochet d'un homme. Je pense qu'en tant que femme, on peut l'oublier dans notre quotidien, mais nos vulves doivent beaucoup à toutes ces avancées sociales. Évidemment, nos vulves doivent beaucoup déjà à Simone Veil, pour les lois qu'elle a fait voter sur l'IVG, aux aides financières qu'elle a apportées aussi aux jeunes mamans, mais nos vulves doivent aussi beaucoup au congé maternité qui évite à un employeur d'être frileux sur l'emploi d'une femme ou de la virer dès qu'un enfant pointe le bout de son nez. Nos vulves doivent aussi beaucoup aux politiques contre les discriminations au recrutement et qui luttent contre les écarts salariales. Nos vulves doivent beaucoup au système social français qui permet de subventionner la garde des enfants, à l'école gratuite publique, à l'accès libre à l'éducation supérieure, à l'hôpital. Et par exemple, plus récemment, nos vulves doivent aussi beaucoup au rallongement du congé paternité qui permet de mieux répartir les rôles dans un couple. De façon plus générale, ce livre invite les mères, les filles, les sœurs à s'intéresser à la politique, à avoir un avis et un esprit critique sur la société, à voter. En plus, ça parle de cul, ça fait de bonnes raisons de lire ce livre. Bien sûr. Mais je crois que les femmes aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus à la politique, de toute façon, il me semble. Que c'est... Non ? Si, je pense qu'elles s'engagent plus. Ou en tout cas, que leurs paroles, elles expriment plus leurs paroles. Parce que je pense qu'elles ont toujours été... qu'il y a toujours une attirance pour le système politique, pour le mot politique ou la vie politique, mais que c'était pas forcément autant autorisé. C'était une affaire d'hommes,
jusqu'à il y a très peu de temps. Aujourd'hui, elles ont le droit de parler, elles ont le droit de s'engager. Il faut se rappeler que le droit de vote des femmes, c'est 1946 en France. Hein, c'est pas, ça fait même pas un siècle. Hein. Oui, donc la politique, c'est un sujet qui... Alors déjà, c'est un sujet, on n'en parle pas à table, c'est comme la religion et c'est comme la sexualité, parce que c'est choquant. Mais au-delà de ça, la politique, c'était une affaire d'hommes. Comme si eux, ils avaient la capacité de décider de tout et pour tout le temps pour nous, et nous, de décider éventuellement du repas du soir, oui. Voilà. En tout cas, cet esprit générationnel qui s'empare de la politique, c'est clairement aussi un des points du livre, de parler des générations YZ qui se sentent de plus en plus impliquées et qui font des votes, en effet, qui tendent à promouvoir les personnes qui veulent des avancées sociales. En tout cas, ce qui est sûr, Flore Chéri, c'est que le fait que les femmes puissent travailler, ça leur permet éventuellement de pouvoir quitter un mari sans être trop en difficulté financière. Ça, c'est une évidence. Je voudrais quand même juste rappeler que le fait de vivre seul, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, ça coûte beaucoup plus cher et que c'est très compliqué quand on a de la garde partagée, etc. Parce que c'est... Voilà, donc c'est juste ce que je voudrais rappeler, parce qu'on voit actuellement de plus en plus de couples monoparentales qui sont... enfin, de couples, non, je dis une bêtise, de familles monoparentales, pardon, qui sont en dessous du seuil de pauvreté à cause justement de divorce. Alors, je ne dis pas encore une fois qu'il faut rester avec quelqu'un avec qui ça ne va pas du tout, mais je pense qu'on oublie un petit peu trop la question matérielle quand on décide de se séparer. Et ça, c'est peut-être important. Et je crois que c'est important aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent rester pour des raisons matérielles. Hein, qu'on se comprenne bien. Mais comme c'est souvent les femmes qui sont à l'origine de la demande de séparation, peut-être que c'est plus important en tant que femme d'accepter de rester éventuellement avec quelqu'un, mais de réclamer sa liberté dans son autonomie, si je puis dire, personnelle, que de systématiquement partir parce qu'on considère qu'on n'est plus suffisamment respecté. Ou, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais j'entends trop de personnes qui se retrouvent dans des vraies difficultés financières pour simplement parce qu'on ne se supporte plus trop et sans savoir si vraiment il n'y a pas moyen d'organiser un couple avec peut-être un peu d'espace à chacun ou des choses comme ça, quoi. Je crois qu'on a, et tant mieux pour les femmes, hein, qu'on a acquis justement le droit de se séparer, de divorcer, que le divorce pour faute, enfin l'adultère aujourd'hui n'est plus une cause de divorce, c'est une cause de blâme sur la femme, et tant mieux pour nous, et tant mieux pour les générations qui nous suivent, que de plus en plus les femmes ont accès au travail, et même si l'égalité n'est pas totalement acquise, il y a un peu plus de respect qu'avant, mais tout ça, c'est aller en même temps qu'un mouvement sociétal où on a tout eu, tous autant qu'on est, très vite, presque trop vite, et sans avoir le temps de le ressentir et de le comprendre. Alors, autant c'est vrai que je ne peux que militer tous les jours contre les violences faites aux femmes, sinon... Mais ça, c'est clair. Ça, c'est mon travail. Pareil, les violences faites aux enfants, c'est pas comme mon travail, hein, mais c'est ce que j'entends tous les jours, ce que je reçois tous les jours en consultation. Autant je ne dirai jamais à une femme qui est maltraitée ou qui a des enfants maltraités, restez, faites un effort, etc. Autant dans certaines situations de couple, on peut quand même inviter à une réflexion. C'est ce que je veux dire, oui. Là, c'est 3 mois ou 6 mois de tension. C'est-à-dire là, l'effet Covid, il va se voir entre autres pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des couples où vraiment ça fait exploser une vraie violence psychologique, physique ou sexuelle qui implique une séparation. Et puis des couples où on n'est pas habitué à passer H24 ensemble, et tout d'un coup ils se retrouvent ensemble, et ça crée des tensions, et c'est peut-être aussi libérer un espace pour voir si c'est nécessaire de se séparer ou construire autrement la relation. Oui, c'est juste ce que je veux dire, quoi. C'est bien que les femmes soient plus aptes à être libres, mais être en couple, on peut être libre et être en couple, en fait. C'est ce que je veux dire, et c'est que souvent le problème de la femme, c'est que par amour, elle va accepter beaucoup de choses, et puis à un moment donné, elle a l'impression d'étouffer, et là, elle envoie tout promener. Et je crois que c'est là où il faut bien comprendre qu'on peut être libre et vivre en couple. Moi, je trouve ça dommage de lier toujours le couple à... Enfin, c'était votre propos au départ, de se dire qu'il faut rester en couple parce que vous vous rendez compte, aujourd'hui, une famille,
c'est compliqué à mettre en place quand on n'est pas en couple. Or, aujourd'hui, je pense de plus en plus, la société et les réformes vont dans un sens où on a bien compris que la famille, c'était quelque chose de protéiforme qui évolue avec le temps. D'ailleurs, une personne monoparentale ne le sera peut-être pas, une famille monoparentale ne le sera peut-être pas toute la durée de vie de la famille, ça va peut-être évoluer au cours du temps. Et j'ai l'impression que de plus en plus, en tout cas en France, l'État français s'adapte à ça. Ne serait-ce que récemment, je voyais que notre président Macron s'intéressait aux pensions alimentaires qui n'étaient pas versées par les hommes, parce que ça c'est aussi un vrai sujet, et qui trouvait des méthodes pour que ce soit automatisé, voire même que ce soit la CAF en fait qui supplée si l'homme n'était pas là. Donc en fait, il y a des systèmes à trouver au-delà de dire aux filles est-ce que tu as vraiment bien réfléchi, tu devrais rester dans ton couple parce que tu te rends compte ça va être horrible pour toi de vivre toute seule, tu vas mourir de faim, de lui dire en fait tu as le droit, tu as cette possibilité. C'est pas nos propos. J'entends bien ce que vous dites, mais c'est ce que vous dites qui peut être dangereux à entendre pour des femmes qui ne sont pas encore suffisamment construites et qui ont tout donné par amour et puis qui tout d'un coup ont l'impression d'étouffer et on voit tout promener. C'est du tout ou rien, et le tout ou rien n'est jamais valable. Je pense que la vie en couple demande du respect de soi, et moi c'est là-dessus que je travaille. C'est que si la femme se respecte, elle va d'abord choisir un partenaire qui sera bien, et il y aura tous les avantages du couple sans trop d'inconvénients. Sinon, c'est juste ça que je veux dire. Après, les personnes évoluent. Enfin, on peut pas. Le couple qu'on a à 20 ans, c'est peut-être pas le couple qui est le couple de 30 ou 40. Quand on se quitte au bout de 15 ans, je veux dire, je peux le comprendre, chacun a avancé dans. Mais quand on se quitte au bout de 2 ans avec un enfant en bas âge, excusez-moi, il y a quand même au départ quelque chose qui n'a pas été réfléchi. C'est-à-dire, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été posées, encore une fois, depuis une trentaine d'années. Il y a beaucoup de très saines évolutions, et en même temps, il y a beaucoup d'invitations à comprendre qu'on peut être en difficulté, nous les femmes, dans le couple, mais ça a été trop mélangé. Bon, enfin, écoutez, on n'est pas d'accord, c'est souvent le cas, et c'est pas grave. Après tout, on est en démocratie, on a le droit de pas être d'accord. Merci beaucoup, Fleur Chérie, et j'espère pour vous que vous allez bientôt pouvoir ouvrir ce Sweet Paradise.